pronostic, si on peut avoir votre podium de cette Vuelta. Un pronostic. Bon, écoutez, un pronostic, un jumbo. Mhm. C'est pas prendre de beaucoup de risques, ça. Je prends pas beaucoup de risques, oui, non. Je pense qu'Evenepoel va être en difficulté, ou alors il est totalement aérien, et là, il rentre dans une autre dimension. Euh, ouais, je pense quand même que Roglic me semble peut-être un peu plus à l'aise d'ailleurs sur les routes d'Espagne que des autres grands tours, même s'il a gagné le Giro sur le dernier contre-la-montre. Mais sur l'Espagne, il a toujours été relativement à l'aise. Voilà. Donc alors je mets Roglic. Mais il faut mettre des billets sur les deux autres aussi. Bon alors Cyril, ce samedi, il y a la Vuelta qui commence avec départ à Barcelone. Commencer un peu par faire un petit point sur le parcours. Je dirais un parcours assez classique pour la Vuelta avec bon, les 5-6 étapes pour sprinter, un contre-la-montre par équipe, une ou deux étapes pour les punchers et le reste c'est que de la haute montagne et de la moyenne montagne. Oui, et des arrivées au sommet. Oui, ce qu'on peut noter, c'est que le Tour d'Espagne ne va absolument pas dans l'ouest de l'Espagne. Se concentre de Barcelone, on va dire, au Pays Basque, avec la traversée est-ouest des Pyrénées. Un parcours classique, oui, de façon extraordinaire. Il part bien d'Espagne cette année. Il a pris l'habitude, comme tous les grands tours, souvent de partir à l'étranger. Bon, on attaque par un contre-la-montre par équipe, c'est pas ma tasse de thé. À vrai dire, les prologues en contre-la-montre individuelle, les contre-la-montre par équipe, pas le genre de choses que j'apprécie particulièrement. Et ça a des incidences sur le déroulement de la course qui n'est pas toujours très intéressant. Mais un Tour d'Espagne où la part belle sera faite aux grimpeurs et aux spécialistes des arrivées au sommet. Et comme par hasard, eh ben, on retrouve les grands favoris de ce Tour d'Espagne qui sont des spécialistes de ce type d'arrivée, que ce soit Roglic, Vingegaard, Evenepoel éventuellement. Voilà, donc les sprinters, ben, d'ailleurs, il suffit de regarder la liste des sprinters engagés pour savoir qu'ils n'ont pas grand-chose à faire dans ce Tour d'Espagne, car même lorsqu'on a des arrivées où on pourrait penser que, il y a toujours quand même quelques patates à se faire avant l'arrivée. Et d'ailleurs, il n'y a aucun grand nom parmi les sprinters qui est sur ce Tour d'Espagne. On aurait pu imaginer par exemple que Arnaud Démare, tout fraîchement arrivé chez Arkea, soit au départ. Bon, ils ont choisi d'autres objectifs pour cette fin de saison. Mais c'est vrai que bon, on a Danaïsé, Hofstetter, Mentez, Van Poppel, bon, Hugo Page qui vient de l'emporter sur une étape sur le Tour de l'Avenir. Donc voilà à peu près les partants dont on peut dire qu'ils vont vite au sprint, mais on n'a pas les grands sprinters sur ce Tour d'Espagne. Ce qui veut dire qu'on se battra surtout pour le classement général dans les étapes de montagne. Mhm. Vous avez évoqué les trois noms, Vingegaard, Roglic, Evenepoel. Euh, c'est sur le papier, en tout cas, les trois grands favoris. Euh,
Comment ça va se jouer? C'est vraiment le plus fort qui va gagner? Il y aura un peu un côté, J'espère. tactique? Ouais, qui enfin, qui prendra l'avantage sur cette Vuelta? Alors déjà, il n'y a que 26 kilomètres contre la montre, ce qui est quand même relativement court. Et bon, on constate que sur tous les grands tours, plus on peut diminuer l'épreuve de vérité, mieux les organisateurs se portent. Peut-être même que pour beaucoup de coureurs, c'est peut-être mieux. Mais c'est vrai, l'épreuve de vérité, ben, vous savez, c'est comme dans tous les domaines, la vérité, on n'aime pas. Donc l'épreuve de vérité, par voie de conséquence, on n'aime pas. Alors il faut dire aussi à la décharge des organisateurs que les audiences tombent régulièrement lorsqu'on a un contre-la-montre individuel. Est-ce la conséquence effectivement de la diminution de ce type d'épreuve? Peut-être, je n'en suis pas certain. Mais ce contre-la-montre ne me semble pas être quelque chose d'important, ou tout du moins de décisif sur les 26 kilomètres. Donc c'est dans les arrivées au sommet que se jouera cette Vuelta. Jumbo a quand même l'avantage avec deux coureurs capables de faire la différence. Vingegaard, bien sûr, le dernier vainqueur du Tour de France, et puis Roglic, le dernier vainqueur du Tour d'Espagne. Est-ce qu'il n'y en a pas un de trop sur les deux? Ça, c'est un autre problème. Mais bon, on dit toujours ça parce que bon, c'est toujours difficile d'avoir deux cerfs, 10 corps dans le même troupeau. Il y a des égos, il y a des ambitions. Donc, c'est toujours difficile à gérer. Pour l'instant, Jumbo le gère relativement bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un grain de sable un jour ou l'autre. Mais sur le papier, par rapport à Evenepoel, logiquement, il devrait être capable de le mettre en difficulté, voire de l'envoyer à la troisième place du général. Donc voilà, mais ce match va être intéressant, arbitré par Almeida, qui reste quand même une valeur sûre. Et Eric Mas, qui a malheureusement quitté le Tour de France, le premier coureur qui a quitté le Tour de France cette année sur chute, qui avait été une belle révélation, sinon une confirmation de son potentiel l'an dernier face à Evenepoel. Je pense qu'il aura eu le temps, de se soigner des blessures et deux, de retrouver son top niveau. Ce serait quand même bien d'avoir des coureurs comme Eric Mas, Almeida, Vlasov, capables d'arbitrer ce match triangulaire entre les deux Jumbo et le Quick-Step. Mmh. Et pour rester sur les trois grands favoris et parler aussi un peu de leur équipe, la Jumbo qui arrive avec, bon, comme à leur habitude, une très grosse armada, avec notamment les Kuss, Kelderman, Tratnik et Ah compagnie, oui, l'équipe pour tient la entourer leurs route, deux hein. leaders. Ouais, c'est ça. Et à côté, il y a la Soudal Quick-Step qui, bon, c'est loin d'être ridicule, mais qui a pas une équipe qui est pas au niveau de la Jumbo. Est-ce que ça va avoir une vraie importance sur la course ou comme on sait qu'il y a beaucoup d'étapes avec un seul col, une course de côte, ça sera dans tous les cas le plus fort qui gagnera? Dans un match à trois, c'est pas obligatoirement le plus fort qui gagne, parce qu'il peut y avoir des stratégies qui font qu'à un moment, Evenepoel peut se saborder au profit de l'un ou de l'autre parce qu'il n'a pas les moyens, lui, physiquement, de pouvoir endiguer les attaques des uns et des autres. Rappelez-vous Pogacar dans la Madeleine face à Roglic et Vingegaard, ce qui l'avait amené à perdre d'ailleurs ce jour-là le Tour de France. Donc tout est possible. L'équipe d'Evenepoel est quand même un petit peu légère par rapport à l'équipe Jumbo et ce serait bien qu'il puisse avoir un ou deux équipiers qui maîtrisent systématiquement ou le plus longtemps possible, le plus loin possible dans l'école, les attaques possibles des Jumbo. Donc ce sera intéressant à suivre. J'ai le sentiment que Evenepoel a pris encore un petit cran. Est-ce que ça suffira? Ce sera la grande inconnue de ce tour. Et puis l'autre inconnue aussi, il y en aura une autre, c'est Ayuso.
ce jeune prodige espagnol de l'équipe UAE, qui pourra être amené à jouer un rôle essentiel dans les arrivées au sommet. Il va bien contre la... Enfin, il va bien partout, hein. Est-ce que c'est lui qui sortira du chapeau? Pourquoi pas? Vous avez commencé justement à évoquer Ayuso. On parle aussi parmi les outsiders, je notais quelques noms, hein, du Almeida, Geraint Thomas, Enric Mas, Landa, Caruso, Vlasov, Uitebrooks. Est-ce qu'on n'a pas là le plateau le plus relevé des trois grands tours cette année? Juste au niveau des coureurs pour le classement général, hein, pas au niveau des sprinters et compagnie, mais juste pour les grimpeurs coureurs du général, est-ce que c'est le plateau le plus élevé? Ah, c'est quand même un très très beau plateau, oui, effectivement. Bah, il suffit de reprendre les classements du Giro et du Tour de France, et on se rend compte qu'il y a effectivement un plateau très très. En fait, il manque qui? Il manque un Pogacar? seul coureur, Pogacar, c'est tout, hein. Comme il manquait Evenepoel sur le Tour de France. Oui, c'est peut-être effectivement le plus beau plateau, mais après, il faut se méfier, hein. On le disait tout à l'heure, Eric Mas, qui était parti pour jouer un rôle sur le Tour, a été le premier abandon. Donc, la compétition a aussi vu un certain nombre d'événements qui font que les forces en présence, à certains moments, eh bien, vont se modifier ou peuvent se modifier. Alors, c'est vrai, on dit toujours, ah, ça serait bien qu'il ne se passe rien et qu'on ait les meilleurs à tous les moments de la course. Eh bien, ça ne se passe jamais comme ça. Ça se passe jamais comme ça. Mhm. Et justement, parmi les quelques noms qu'on a cités là, pour vous, c'est Ayuso qui est le plus à même à se rapprocher des trois favoris? Personnellement, je pense que c'est celui qui a, par rapport au Grand Tour, qui a un potentiel d'avenir le plus important. Alors après, on met 1 an, 2 ans ou 3 ans pour y arriver. Mais Ayuso a démontré sur les grandes courses à étapes déjà, et malgré son jeune âge, des dispositions absolument extraordinaires. Est-ce que ce Tour d'Espagne va lui permettre de jouer un grand rôle? Je pense personnellement que oui. Peut-être pas pour le gagner, parce qu'il y a quand même ce qu'il faut au-dessus, mais qu'il joue un rôle essentiel, oui. Bon, ceci dit, il est aussi un petit peu plus lourd que ses adversaires. Ça n'est pas un avantage non plus. Mais bon, il a tellement de classe. Ouais. Pour basculer un peu sur les Français, on parlait en premier temps des jeunes de la Groupama FDJ qui ont fait leur début sur un grand tour. Bon, on pense notamment, hein, évidemment, à Grégoire et Martinez. Qu'est-ce qu'on peut attendre spécialement de ces deux coureurs-là? Tout, et il ne faut pas trop attendre non plus. D'abord parce qu'ils sont relativement jeunes. C'est deux coureurs qui sont parmi les 5 plus jeunes d'ailleurs de ce tour d'Espagne. On connaît leur potentiel à ce jour. On a vu ce qu'ils ont fait depuis 2 ans. Et Grégoire qui vient de gagner le Tour du Limousin, mais qui avait également gagné les 4 jours de Dunkerque, mais qui n'est pas catalogué actuellement comme un grimpeur des cimes, un formidable puncher, une bonne présence, grosse personnalité, qui court bien, qui fait, enfin, pas vu faire beaucoup d'erreurs à partir du moment où elle était en position de leader. Je crois surtout que, comme Lenny, Martinez, qui lui est beaucoup plus ciblé, grimpeur des cimes, et je pense qu'il aura l'occasion, là, s'il cible bien certaines étapes, pourquoi pas d'aller chercher de magnifiques victoires. Ils ont 20 ans pour les laisser vivre leur course en le faisant du mieux possible, en essayant de ne pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Ces deux coureurs qui peuvent confirmer, enfin qui vont confirmer d'ailleurs le talent qu'ils portent en eux. Oui, on a deux coureurs
qui, sur ce Tour d'Espagne, peuvent mettre la barre très haut et s'imposer comme les véritables leaders du cyclisme français, on va dire dès aujourd'hui. C'est déjà fait pour Grégoire. Bon, incontestablement, il se positionne comme le numéro un ou le futur numéro un dans les mois qui vont venir. À 20 ans, c'est bien parce que ça le met dans la même dynamique que ceux qui gagnent le Tour des 20 ans ou 21 ans. Ce qui ne veut pas dire que lui gagnera le Tour. Ça, c'est un autre problème. Il semble qu'il ait un profil un peu différent. Ouais. Et pour rester sur les Français, on peut parler aussi de Romain Bardet et Kevin Vauquelin, qui sont les deux autres têtes d'affiche côté tricolore. Quel objectif pour ces deux-là, bon, qui ont vraiment des histoires différentes, hein, qui est le plus jeune, l'autre plus âgé. Ah oui, Mais c'est toujours ça. est-ce que les Il y en deux a toujours viseront qui le sont général? plus vieux et d'autres qui sont plus jeunes. Oui, Euh, Vauquelin, c'est un des coureurs français sur lequel on peut fonder beaucoup d'espoir. Euh, bon, il a eu quelques gros soucis, dont particulièrement, je vais dire, cette année. On l'a revu, on l'a revu au Limousin, là où il retrouvait un petit peu de conditions physiques. Je pense qu'il va arriver en étant bien sur ce Tour d'Espagne. C'est un coureur qui se situe un peu dans la même mouvance, ou entre, on va dire, Martinez et Grégoire. C'est un coureur qui peut venir, oui, dans le top 10, oui, de ce Tour d'Espagne, voire mieux, qui peut aller gagner des étapes. Ça, il sait tout faire, hein. Alors, c'est pas le sprint, c'est peut-être un peu son point faible. Je parle par rapport au gros sprinter. Mais il grimpe, il n'est pas loin des meilleurs grimpeurs et il roule, il n'est pas loin des meilleurs rouleurs. Et il a quand même une marge de progression qui est relativement importante. Oui, moi, je pense qu'on doit le mettre dans la même fourchette que Grégoire et Martinez parmi les Français. Romain Bardet, je suis beaucoup plus prudent. Je pense que Romain aura du mal aujourd'hui à retrouver le niveau qu'il avait à l'époque où il terminait le Tour de France sur le podium. Il est régulier, il est courageux, il est consciencieux, mais je pense qu'il est débordé maintenant par les grands de ce peloton. Mais ce qui ne l'empêchera pas, éventuellement, s'il a malchance, parce que bon, il est quand même souvent handicapé par soit par des chutes ou autres, ce qui est d'ailleurs peut-être pas tout à fait par hasard. Mais en top 10, c'est quand même possible, même si le plateau de ce Tour d'Espagne est très riche, un top 10 peut être possible. Ou alors il joue dans une autre cour et uniquement celle des francs-tireurs, qui peut être aussi une solution. on a évoqué les cas de Grégoire, Vauquelin, Martinez, qui sont tous des jeunes coureurs qui vont faire leur début sur un grand tour. Mais c'est loin d'être les seuls, puisqu'on compte allez, à peu près une quinzaine de coureurs qui ont moins de 23 ans et qui vont faire leur début sur un grand tour. Bon, parmi eux, on peut aussi noter Max Poole, Uitebrooks, Only et Van Etvelt et compagnie. Euh, Est-ce que le Tour d'Espagne, c'est le tour parfait pour débuter quand on est un jeune coureur prometteur? Parfait, oui, la perfection n'existe pas. On essaye de la trouver. Je pense que le Tour d'Espagne étant le troisième et dernier, il a souvent été le tour des rattrapages pour ceux qui avaient raté les deux autres grands tours ou tout simplement une partie de leur saison pour diverses raisons. Si vous prenez Eric Mas, lui, ce Tour d'Espagne il va être très important parce qu'il il a raté son Tour de France, malheureusement. Euh, pour les équipes aussi, parce qu'il faut se mettre dans la position des équipes qui ont réussi plus ou moins bien leur saison. Est-ce qu'on met une grosse équipe? Est-ce qu'on n'en met pas une? Bon, à part Jumbo
qui met une équipe qui, à la limite, est plus forte que celle qu'il a mis sur le Tour de France. Mais bon, ils ont les moyens. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais les objectifs des équipes aussi, c'est ce gros problème que l'on soulève régulièrement depuis quelque temps. On va dire c'est notre marronnier. C'est le problème des points UCI, parce que dans 2 ans maintenant, puisqu'on va dire 3 ans, mais c'est maintenant 2 ans, qui restera en Pro Tour ou qui ne restera pas en Pro Tour en fonction des points marqués. Donc on est déjà avec la machine à calculer pour savoir si on passera ou pas. On sait par exemple que l'équipe Arkea est quand même déjà en difficulté. Et donc Vauclin peut être très important sur ce Tour d'Espagne pour revenir dans le classement. C'est vrai pour d'autres. Et puis il y a celles qui veulent y rentrer, comme l'Auto d'Istanie, et qui cartonnent depuis le début de l'année, et donc qui risquent de prendre des places à ceux qui n'auront pas suffisamment de points. Donc les staffs des équipes sont obligés aussi raisonner, euh, de raisonner en fonction de ça. Donc un Tour d'Espagne qui est, comment dirais-je, très politique au niveau des équipes, et de rattrapage pour d'autres. Il n'en reste pas moins que ça reste, euh, ça reste une épreuve de 3 semaines. Ça reste une épreuve qui est aussi, sinon plus montagneuse que d'autres. C'est vrai que le Tour d'Italie était exceptionnel. C'est vrai, on met de plus en plus de montagnes, et c'est logique et c'est normal. Beaucoup de gens en ont marre de voir 3 coureurs partir au bout de 5 kilomètres et être rejoints à 3 kilomètres de l'arrivée sur les étapes, on va dire, de transition ou dites pour les sprinters. On s'ennuie dur devant le poste de télé. Donc on va faire son jardin ou on va faire la sieste et on revient à 1 heure de l'arrivée. Donc, pour éviter ce genre de choses, en règle générale, hein, on essaye de pimenter chaque étape de difficulté qui peuvent provoquer des mouvements de course, des modifications au niveau du classement général, de voir des sprinters sauter qui ne vont pas pouvoir faire le sprint. En fait, on a un spectacle qui est de meilleure qualité si on a des étapes accidentées, moyennement accidentées, ou de haute montagne plutôt que des étapes toutes plates. Ou alors il faudrait qu'on ait un vent bien placé, 3 quarts arrière pendant 100 km, et là il y en a partout. Ok. Je l'ai déjà dit, les contre-la-montre, on a des chutes d'audience. C'est pour ça que on en a de moins en moins finalement. On va peut-être les retirer complètement. Voilà, donc il ne faut pas s'étonner que euh, les sprinters vont avoir de plus en plus de mal à exister. Il n'y a pas que Paris Tour. Ouais. Et avant, avant de vous laisser, dernière petite question. Euh, allez, si vous devrez vous mouiller, je sais que vous n'aimez pas trop, mais un petit pronostic, si on peut avoir votre podium de cette Vuelta. Euh, un pronostic, bon, écoutez, un pronostic, un jumbo. Mhm. C'est pas prendre de beaucoup de risques, ça. Je prends pas beaucoup de risques, oui, non. Je pense que Evenepoel va être en difficulté, ou alors il est totalement aérien, et là il rentre dans une autre dimension. Euh, donc je pense quand même que Roglic me semble peut-être un peu plus à l'aise d'ailleurs sur les routes d'Espagne que des autres grands tours, même s'il a gagné le Giro sur le dernier contre-la-montre. Mais sur l'Espagne, il a toujours été relativement à l'aise. Voilà, donc alors je mets Roglic. Mais il faut mettre des billets sur les deux autres aussi.